Quelle histoire! C'était la coqueluche des investisseurs allemands, le chouchou de la bourse de Francfort, une fintech star du DAX 30, l'équivalent du CAC 40 en Allemagne. C'est désormais un scandale financier hors norme qui éclabousse l'Allemagne, ses régulateurs, les partis politiques. Wirecard, spécialiste pas connu en France, mais spécialiste dans le traitement des opérations de paiement, a perdu quasiment 80% de sa valeur en seulement quelques jours après la découverte d'une fraude de 2 milliards d'euros. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos utiles. Déjà, juste avant qu'on rentre dans le dur, qui est Wirecard et que fait Wirecard au quotidien? Moi, j'ai pas bien compris. Hein. Alors, en gros, c'est un de ces groupes spécialisés Soyez pédago, dans le paiement électronique. Donc, vous avez, quand vous payez sur un site internet, quand vous payez avec votre téléphone, il y a un intermédiaire, c'est Wirecard. C'est-à-dire qu'entre le marchand chez qui vous faites un achat et le réseau de paiement, que ce soit Visa ou Mastercard, il y a cet acteur qui intervient et qui va gérer, on va dire, le paiement et prendre une commission sur les sommes transférées. Et là, on se dit comment, une fois qu'on a dit ça, c'est pas très compliqué, enfin, en tout cas en apparence, on comprend le métier, c'est pas quelque chose d'exotique. Comment est-ce qu'on aboutit à cette affaire de fraude financière géante XXL, comme on n'avait pas vu depuis longtemps? Ça nous ramène, pour celles et ceux qui sont nés avant l'an 2000, à Enron. Des transactions qui ont été gonflées à hauteur de 2 milliards d'euros qu'on a inventé. On a gonflé artificiellement le bilan. C'est un quart du bilan qui a été maquillé, en gros. Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Alors, c'est même plus que 2 milliards de transactions. C'est parce que ça, les 2 milliards, ce sont en réalité des profits. Donc, des faux profits. Ah ouais, alors je suis à côté de la plaque. C'est 2 milliards de faux profits? Oui, il faut voir qu'en fait, le groupe, quand on prend les chiffres, réalise 3 milliards environ d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce sont les commissions qui prélèvent. Mais les transactions gérées par le groupe dans le monde, c'est 125 milliards d'euros chaque année, enfin récemment. Et donc, ils ont fait quoi concrètement? Alors, ils ont inventé des transactions qui n'ont jamais eu lieu? C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Wirecard a un réseau de partenariats dans le monde avec des toutes petites sociétés locales qui parfois n'ont pas l'autorisation réglementaire ou la technologie. Ils apportent les deux. Et il y a une société qui s'appelle Al-Alam, située à Dubaï. Cette société permettait à Wirecard de réaliser 10% de ses transactions. Mais avec 10% des transactions, elle générait un quart du chiffre d'affaires et la moitié des profits. Vous voyez un petit peu le déséquilibre. Et lorsque le Financial Times, puisque c'est quand même il faut rendre ce qui est à César, le Financial Times a c'est eux qui ont levé le loup. Wirecard, c'est eux qui ont levé le loup. C'est eux qui ont dit il y a un souci de ce côté-là. Et c'est vrai que cette filiale à Dubaï, il y a 5-6 salariés. Les principaux partenaires de Wirecard ne la connaissent même pas. Voilà. Et donc, c'est là-bas qu'on a maquillé les comptes? C'est là-bas qu'on a maquillé les comptes. C'est là-bas qu'on a fait les fausses transactions qui ont ensuite été basculées sur soi-disant sur les profits générés sur des comptes aux Philippines. Et c'est là qu'on trouve normalement les 2 milliards qui se sont volatilisés, qui n'ont jamais existé. Alors la comptabilité est plus complexe que ça paraît simple de cette manière-là, mais l'idée est là, et effectivement ça rappelle Enron dans le principe d'une comptabilité maquillée à grande échelle. Encore une fois, c'est 2 milliards de profits qui ont été maquillés, mais c'est hallucinant. Et là on se dit, mais la chaîne... Il manque 2 milliards de cash dans la boîte, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. La chaîne de responsabilité, parce qu'on a vu effectivement, on voit sa photo là, des images de lui, Marcus Brown, qui est donc le PDG déchu. Il est responsable manifestement, mais c'est pas seulement lui. Hein. Non, c'est toute une chaîne de responsabilité. Visiblement, il est à l'initiative de cette fraude à grande échelle. Donc, il est déjà allé en prison, et là, il le relâche sous caution. Mais au-delà de ça, vous avez probablement des complicités au sein du groupe. Il n'a pas fait ça tout seul. Donc, c'est vraiment une fausse comptabilité organisée. Et vous avez toute une chaîne de contrôle qui a mal fonctionné, puisque vous avez en premier lieu l'EFT, donc on l'a dit, qui avait lancé l'alerte. Et lorsque l'EFT a lancé l'alerte, et lorsque les vendeurs à découvert se sont attaqués à la société, qu'a fait l'autorité de régulation boursière allemande? La BaFin. Voilà, elle a poursuivi l'EFT pour fausses informations. Elle a interdit la vente à découvert sur Wirecard pendant 2 mois, comme si le fait de masquer le problème allait le résoudre. Le résoudre, exactement. En réalité, je pense que l'Allemagne... Mais là, ce sont des responsabilités indirectes.
j'ai envie de dire. Bien sûr, mais actuellement, le scandale est tel en Allemagne que la BaFin est pointée du doigt. Le conseil de surveillance de l'entreprise également, puisque je vous rappelle qu'ils sont quand même là pour vérifier que tout se fonctionne de manière intègre dans une entreprise. Contre-pouvoir. Voilà, le contre-pouvoir. Bon, on se rend compte que ce contre-pouvoir non exécutif avait zéro pouvoir en réalité. Donc là-dessus, vous avez donc une responsabilité de la BaFin. Vous avez une responsabilité politique certainement, parce que l'Allemagne était trop heureuse d'avoir enfin un poids lourd de la technologie qui puisse rivaliser avec le Worldline français, le Adyen hollandais et les groupes américains sur le paiement en ligne. Donc, ils avaient tout intérêt à se dire ce groupe a de l'avenir, on le défend. Voilà, ils ont été aveuglés certainement. Ouais. Et vous avez également le cabinet d'audit, puisque depuis plusieurs années, Ernst & Young valide les comptes sans problème. Et Ernst & Young, on va dire que c'est un petit peu comme Arthur Andersen à l'époque d'Enron, ils sont dans le collimateur. Ouais. Comment ont-ils pu valider ces comptes alors que KPMG, qui a fait une enquête externe il y a encore 2 mois, a tout de suite dit on ne peut pas valider les comptes, on n'a pas les documents, il y a un problème. On voit ceux dont la responsabilité est entachée dans cette affaire. Quand un scandale hors norme en Allemagne, enfin ça fait les choux gras dans la presse. Il y a des gagnants pour vous dans cette histoire? Oui. Je vois pas qui. Hein. Oui, le FT, oui. Lanceur d'alerte, évidemment. La presse financière, le lanceur d'alerte. Qui a fait son job, qui a fait le travail. Et moi, j'ai envie de prendre la défense des vendeurs à découvert. Les vendeurs à découvert, qui ont dû... pour eux, c'était la cash machine, hein, pour le coup. Hein. C'était la cash machine, mais il fallait quand même aller contre les autorités. Il fallait y croire jusqu'au bout. Et vous savez que pendant le crack récent, les vendeurs à découvert ont été pointés du doigt. Là aussi, on a interdit les ventes à découvert. Ouais. Pourtant, toutes les études en la matière le démontrent. Ça apporte de la liquidité. Ça permet de freiner les bulles lorsqu'il y en a. Ça permet, on le voit dans ce cas-là, de lancer une alerte. Il y a d'autres groupes qui sont dans le collimateur comme ça, des vendeurs à découvert. S'ils se trompent, ils perdent de l'argent. Et tant pis pour eux. Et tant pis pour eux. Mais ça équilibre le marché. Et interdire la vente à découvert pure, c'est idiot. Ce qu'il faut interdire, c'est les fausses informations. Effectivement, si vous vendez une société à découvert et si vous lancez une rumeur derrière fausse, vous êtes malhonnête. Ouais. Et ça marche dans l'autre sens également. Vous achetez une société, vous faites monter le titre sur de fausses informations. C'est la même chose. On n'interdit pas l'achat pour autant. Ouais. Donc la vente à découvert représente quelque chose d'essentiel sur les marchés. Et je crois que ce scandale le démontre. Ouais, on finit là-dessus. Quel avenir maintenant pour Wirecard, Laurens? Alors là, pour l'instant, finir BPC probablement. Pour l'instant, il y a des poursuites judiciaires. Il y a des négociations avec les banques parce que Wirecard avait des crédits qui étaient conditionnés à une publication des comptes d'ici la fin du mois de juin. Ce ne sera pas le cas. Maintenant, Wirecard n'est pas une coquille vide. Il y a une technologie, il y a un réseau. Alors bien sûr, des clients vont fuir à cause du scandale. Mais on peut imaginer que s'ils parviennent à... Beaucoup de clients de grands groupes français qui sont clients. Hein. Bien sûr, oui. Même pas par exemple chez Air France KLM est client de Wirecard. Ouais. On peut imaginer qu'avec un assainissement, ça finisse par être acheté. C'est un secteur extrêmement fragmenté qui marche à coût d'acquisition. Et il est fort probable que Wirecard, oui, laissez Worldline tranquille, ils vont très bien. Hein. On a reçu Gilles Grappinet ici, ça cartonne pour eux. Hein. Merci. Oui, c'est un secteur qui marchait très bien. C'est pour ça que c'était dommage de l'avoir gonflé artificiellement dans le cas de Wirecard. Quelle histoire, voilà. Quelle histoire, encore une fois. C'est peut-être, on a titré là-dessus volontairement, le scandale boursier de la décennie. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est en Allemagne, on avait déjà eu Volkswagen, c'est en Allemagne. Hein. Oui, on a eu d'autres banques aussi. C'est un scandale retentissant. On en parle assez peu en France, c'est bizarre, parce que ça entache énormément la crédibilité du marché boursier allemand. Vu qu'on est en concurrence avec l'Allemagne pour attirer les cotations, on devrait peut-être presque s'en réjouir. Une carte à jouer. Une carte à jouer, exactement. Le meilleur des uns fait le bonheur des autres. Merci en tout cas. Point de vue, explication signée Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. Merci Laurens. À bientôt. Bye. Au revoir.